Bonjour à tous, on va commencer. Alors, je m'appelle Lorelai et je suis chargée des activités culturelles à Sésame Pays de la Loire. Avec moi aujourd'hui, il y a Jennifer, chargée des activités culturelles à Sésame Pays de la Loire aussi. Jeanne, médiatrice culturelle en Bretagne, et Yann, responsable des activités sociales et culturelles dans le Grand Est. En actrice de l'ombre, on a aussi Jordan de Sésame Paris qui nous aide pour la technique de ce webinaire et qui peut notamment vous mettre des petits mots dans la discussion de ce webinaire. Si on est là aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre nouvelle sélection du prix roman Sésame, celle de 2026. Avant de commencer, je voudrais juste vous préciser que tout au long du webinaire, vous aurez l'occasion de poser vos questions auxquelles nous prendrons le temps de répondre à la fin ensemble. Le webinaire devrait durer 1 heure environ en comptant cette introduction et les éventuelles réactions à la fin du webinaire. Euh, alors, on dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que tout le monde m'entend? J'ai l'impression que oui. Je vais continuer du coup. Notre comité de lecture, composé de salariés Sésame, de bibliothécaires, d'élus de CSE, se réunit plusieurs fois à l'année pour débattre des nombreuses lectures qui ont été faites, de romans parus dans les petites et moyennes maisons d'édition indépendantes. Comme souvent, même si nous travaillons à vous proposer des romans au sujet diversifié, l'actualité peut faire que des thèmes communs ressortent dans nos sélections. Si je devais en citer un pour cette sélection 2026, je dirais que ce sont les relations humaines, familiales et amicales. En tout cas, je suis ravie de vous dire également qu'il n'y a pas vraiment eu de débat animé pour faire nos choix cette année. Les romans ont mis tout le monde d'accord ou presque, et nous sommes très fiers de vous les présenter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois quand même vous délivrer une information pour laquelle nous vous faisons languir depuis plusieurs mois, les finalistes de la sélection 2025. Donc sans plus attendre, on peut y aller. Vous allez voir une petite affiche, merci beaucoup Jordan, qui va vous annoncer les 3 romans, pas forcément dans l'ordre, qui ont retenu votre attention, qui sont donc les Dragons de Jérôme Collin. C'est un roman choral sur des adolescents enfermés dans un centre, cherchant une issue à leurs violences, à leurs blessures intimes et à un monde qui les a déjà abandonnés. On a aussi Danser au corps de Charles Aubert, un roman inspiré de la vie de Johann Trollmann, ou Rukeli pour les intimes, boxeur tzigane brillant dont la carrière est brisée par le nazisme, racontant son combat pour rester debout face à l'injustice et à la haine. Et enfin, le dernier thé de Maître Soho de Cyril Gély. C'est un roman délicat sur la transmission entre un maître du thé japonais et une jeune femme qui rêve de devenir samouraï, où le rituel du thé devient un chemin vers la sagesse et l'apaisement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce palmarès en commentaire dans l'onglet questions-réponses. Et surtout, merci beaucoup pour vos très nombreux votes. J'en profite pour vous inviter le 28 mars 2026 à la Sorbonne, à Paris, où nous remettrons enfin les prix aux lauréats des prix romans et prix BD Sésame. Et oui, il faudra patienter encore un petit peu pour connaître le grand gagnant de la sélection 2025. On vous donne rendez-vous à partir de 14 heures pour une table ronde des éditeurs et la remise des prix. Vous pourrez y rencontrer les lauréats et en profiter pour leur demander une petite dédicace à l'occasion. Je vais maintenant laisser la parole à Jeanne, qui va vous présenter le premier roman de la sélection 2026. Bonne découverte! Bonjour à toutes et à tous, merci Lorelai. Alors je vais commencer pour ma part avec le roman 11h02, Le vent se lève de Sacha Bertrand aux éditions Paulsen, qui est une maison d'édition qui a été créée en 2005 et dont le catalogue offre aux lecteurs une immersion dans l'ailleurs, les grands espaces et les territoires les plus inaccessibles du monde sauvage. Alors Sacha Bertrand, il a grandi dans les Hautes-Alpes où il vit toujours. Il est diplômé des Beaux-Arts. Il travaille à la Cinémathèque de la Montagne à Gap. Et 11h02, Le vent se lève est son premier roman, un huis clos haletant et féroce à la fois. Myriam, le personnage principal de ce roman post-apocalyptique, est la seule survivante du monde d'avant.
Elle vit dans sa cabane perchée sur un massif et elle lutte comme elle peut contre les assauts de la mer, qui sont des brumes toxiques, voilà, qui rendent l'air irrespirable. Et elle assure ainsi sa survie depuis 7 ans. Dans sa cabane, l'horloge est bloquée sur 11h02, mais ça n'a pas d'importance puisque les jours et les heures se ressemblent tous. Jusqu'au jour où elle trouve un petit garçon sauvage et il va voir alors en lui le moyen d'échapper à sa solitude. Elle l'adopte, elle lui enseigne la vie, le langage, le pouvoir des mots, de la littérature, mais à une condition, Jonas doit lui appartenir. 11h02 est un roman d'apprentissage, un thriller et un drame psychologique à la fois, dans lequel le primo-romancier explore les sombres recoins de l'isolement extrême et de l'attachement. Et je passe la parole à Jennifer pour le deuxième roman de la sélection 2026. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais également vous parler d'un premier roman. Il s'agit de Transatlantique de Camille Corset-Joly, publié aux éditions La Contre-Allée en août 2025. Il s'agit d'un récit en partie autobiographique. Alex, le personnage principal de l'histoire de Transatlantique, nous embarque avec trois de ses plus proches amis dans son voyage à travers les États-Unis et surtout à travers son parcours de transition. Alors dans ce roman, il y a énormément de tendresse, d'humour. L'auteur nous plonge dans le monde queer et nous met face aux violences transphobes, mais toujours avec voilà, cette petite pointe de malice. Le ton, il n'est absolument pas militantisme ou provoquant. Camille Corset-Joly utilise un langage vraiment pudique et nous livre même des poèmes avec beaucoup de sensibilité. Alors, j'ai hésité à vous lire certains poèmes, mais finalement, je me dis que c'est mieux que vous les découvriez par vous-même. Je vous invite à les lire à voix haute si vous pouvez avoir ce petit temps un peu intimiste chez vous, parce que vraiment, ils m'ont donné des frissons. Magnifique lecture avec ce roman. Donc, c'est aussi un roman au-delà de de ce parcours de transition, c'est un roman en hommage à l'amitié, car des liens très forts unissent les quatre protagonistes de l'histoire. Ça en fait un roman extrêmement lumineux et positif. Et je vous invite du coup à découvrir aussi sur le site de la Contre-Allée, à découvrir l'auteur Camille Corset-Joly qui nous parle de son roman. Merci et je passe la parole à Yann. Bonjour, je vais vous présenter Les colonies intérieures de Denis Lemasson aux éditions Rue de l'Échiquier Fiction. Alors, ce roman, c'est l'histoire de Franck, un agent de sécurité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui un jour est retrouvé inconscient dans sa voiture, victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. Est-ce un suicide? Est-ce un crime? On ne sait pas. À part un petit détail étrange, il a dans la bouche un vieux morceau de papier en tête de la brigade nord-africaine. C'était une unité de police spéciale des années 20-40. Désormais, Franck est muet et il va mener l'enquête avec sa compagne, Zakia, qui est infirmière à l'hôpital Avicenne. Et cette enquête va les plonger dans les replis sombres de l'histoire de la Seine-Saint-Denis et les couvertes du couple vont les confronter à des pans oubliés ou méconnus de l'histoire coloniale française qui résonnent encore fortement dans la vie des habitants. Et surtout, ça va les faire revenir sur leurs propres histoires familiales. Donc, ce roman, c'est un polar social et historique. C'est le troisième ouvrage de Denis Lemasson, qui est médecin et écrivain. Le livre est très bien documenté, car il nous fait découvrir avec précision des, pardon, la brigade nord-africaine et il rappelle que la colonisation ne s'est pas arrêtée aux frontières de l'Algérie, mais qu'elle s'est poursuivie au cœur de la métropole. Alors, un petit mot sur l'éditeur Rue de l'Échiquier, puisque c'est la première fois qu'on le voit sélectionné dans le prix du roman. Donc, c'est une maison d'édition indépendante, historiquement tournée vers l'écologie et l'engagement citoyen. C'est aussi le membre fondateur du collectif des éditeurs écolo-compatibles en 2010. Donc, je vais passer la parole à Jeanne pour le prochain roman. Nourrice de
Séverine Crescent, paru aux éditions d'Alva en 2025. Il s'agit du premier roman de Séverine Crescent, dont la sortie l'année dernière a été très remarquée. Dans cette fiction qui est à la fois sensuelle, vous le verrez, et bouleversante, la romancière explore différentes thématiques. La maternité, la filiation, l'attachement, l'identité, la sororité, mais également l'exploitation du corps féminin, en faisant sortir de l'ombre tout un pan méconnu de l'histoire économique et sociale, à savoir l'industrie des nourrices qui a connu son apogée au XIXe siècle. Cette fresque qui joue avec les codes du conte et de l'imaginaire a pour cadre un village rural, un village, voilà, on ne sait pas véritablement où ça se passe, ni à quelle époque, mais dans ce village, eh bien, sévit la misère et le lait maternel est une marchandise comme les autres. Le personnage principal de cette histoire s'appelle Sylvaine. Sylvaine est maman d'un petit garçon tout juste sevré et elle est nourrice à emporter. C'est-à-dire qu'elle allait chez elle une petite fille de la ville contre pension. Et une nuit de pleine lune, comme appelée par la forêt, eh bien, Sylvaine va trouver au pied d'un arbre un nourrisson, une petite fille, et à ses côtés un carnet dans lequel eh bien, sa mère a écrit les secrets des origines de ce bébé qu'elle abandonne. Cette rencontre va faire basculer la vie de Sylvaine, qui va tisser immédiatement avec cet enfant un lien fusionnel. Voilà pour le roman. Quelques mots simplement sur la maison d'édition d'Alva que nous avons déjà rencontrée par le passé dans le prix Sésame. C'est une jeune maison d'édition créée en 2021 et qui se consacre aux voix littéraires des femmes, auteurs françaises et étrangères. Et je repasse la parole à Jennifer. Le cinquième roman sélectionné, De son sang, un roman de Capucine Delattre, publié aux éditions La Ville Brûle en janvier 2025. Les éditions La Ville Brûle ont été fondées en 2009. Initialement, la maison d'édition était spécialisée dans les essais de sciences humaines et sociales, puis petit à petit, elle a élargi son catalogue. Elle défend tout particulièrement une ligne éditoriale engagée, féministe et militante. Alors dans le roman De son sang, vous allez rencontrer Sabine, qui n'aime pas son fils. On le sait dès le début du roman. Elle a pour lui des sentiments contradictoires qu'elle n'arrive pas, que l'autrice va réussir à nous transmettre. Alors parfois nous allons réussir à la comprendre et parfois elle va plutôt nous révolter cette personne, Sabine. La situation, elle n'est pas toujours confortable pour le lecteur, mais le roman, il permet de faire réfléchir sur l'image que nous pouvons avoir de l'amour maternel. Alors car pourtant, on va l'apprendre aussi dans le premier quart du roman, Sabine aime les enfants. Elle va le découvrir en s'attachant au fils d'une de ses collègues. Mais avec son fils à elle, le lien, il ne s'est jamais établi. Alors de son sang, voilà, vous l'avez compris, aborde un sujet délicat. Est-il possible de regretter d'être mère? Capucine Delattre nous livre la douleur, la honte, le sentiment d'incompréhension de Sabine, son besoin aussi d'en parler sans être jugé ou nié. Il s'agit du troisième roman de Capucine Delattre, et à travers chacun de ses romans, l'autrice s'intéresse tout particulièrement aux questions de la domination masculine, de l'émancipation par la sexualité et du mythe de l'amour maternel. Donc je vous invite à découvrir son roman. Et je passe la parole pour le prochain roman, Les bons sentiments. Alors, Les bons sentiments de Karine Sulpice aux éditions Liana Lévy. Donc, le roman se déroule pendant une nuit de Noël dans les locaux d'une association caritative. Julien, jeune employé, engagé mais épuisé, a pris 3 de ses collègues en otage sous la menace d'un fusil. Au téléphone avec lui, nous avons la commandante Morane Lecoeuvre, appelée d'urgence, qui tente de négocier. Au-delà de la tension de cette prise d'otage, le roman nous dévoile peu à peu les raisons du désarroi de Julien, fatigué par le monde du travail, et pareil pour le monde associatif, où les conflits et les petites rancœurs et la compréhension ont fini par le submerger. Autour de cette prise d'otage, on va faire connaissance avec 2 autres personnages, Jessica et sa fille Laila, et leurs trajectoires vont se croiser au fil de cette nuit.
Donc, dans ce premier roman, Karine Sulpice, ancienne journaliste et avocate, évoque ainsi le burn-out, la rupture psychologique et la désillusion face à l'idéal de faire le bien dans une organisation où les bons sentiments ne suffisent pas à protéger. Donc, ce roman est une réflexion humaine sur le sens du travail associatif, ce qui rapproche et éloigne les individus, et comment surtout les blessures intérieures peuvent malheureusement mener à des gestes radicalisés. Donc, un petit mot sur l'éditeur Liana Levy, que vous connaissez certainement si vous avez déjà participé au prix des romans, puisqu'il y a plusieurs ouvrages de cette maison d'édition qui ont été sélectionnés, comme Des Orientales, La permission de Gandhi. Donc, les éditions Liana Levy, c'est une maison d'édition française fondée en 82 et qui est connue par une ligne éditoriale sélective et exigeante. Donc, je vais passer la parole à Jennifer pour le livre suivant. Chasseur d'été, le deuxième roman de Soufiane Kaloua, aux éditions Agulot et publié en août 2025. Alors au-delà des textes, cette maison d'édition implantée en Gironde, elle nous séduit depuis plusieurs années par la délicatesse de ses couvertures. Voilà, on a des petits coups de cœur comme ça. Donc l'auteur là dans Chasseur d'été va nous entraîner au début des années 2000 dans une ville de taille moyenne en banlieue euh, qu'il ne situe pas précisément. Il va revenir notamment sur l'amitié lorsque nous sommes adolescents, pardon, lorsque nous sommes adolescents. Donc c'est une tranche de vie où tout est vécu de façon très intense. Le lecteur va suivre l'histoire d'une bande d'adolescents qui grandissent ensemble et qui marquent la vie quotidienne de leur quartier et tout particulièrement de la place commune où ils se réunissent systématiquement après les cours. Alors, ils ne viennent pas tous du même milieu, mais ils vont partager les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Chasseur d'été est un vrai roman d'apprentissage, une fresque initiatique où les personnages sont attachants et authentiques. Je vous invite à aller le découvrir. Chasseur d'été, septième roman de notre sélection. Et je passe la parole pour le huitième roman. Après, à Jeanne Jourdain. Donc, huitième roman de la sélection 2026, après de Raphaël Metz aux éditions Le Tripode. Alors, Raphaël Metz, il vit du côté de Marseille. Il est à la fois romancier, essayiste, traducteur, directeur de publication, scénariste de BD et livres illustrés. Bref, c'est un auteur, ma foi, complet. Il écrit sous son nom, mais pas que, puisqu'il a également un pseudo. Et ses romans récents explorent, par exemple, les thèmes comme des thèmes comme la place la place du travail, la mémoire, le cinéma, le rire, chacun porté par un dispositif narratif tout à fait original. Alors, dans son dernier roman, Lucas, 47 ans, meurt tragiquement des suites d'un accident de la route. Je ne spoile pas, hein, puisque en fait, le roman s'ouvre sur cet accident. Et il laisse derrière lui Roxane et leurs deux enfants. Après, raconte cette disparition et ce qui suit, la souffrance, l'absence définitive, le vide que vit brutalement cette famille. Alors, vous me direz encore un roman triste sur la mort et sur le deuil dans la sélection, je vous entends déjà. Oui, certes, il y a de cela. Mais ce qui est tout à fait, et ce qui fait toute l'originalité de ce très bref roman, c'est le parti pris du point de vue inversé. C'est-à-dire que c'est Lucas qui est mort et invisible, qui raconte et observe avec beaucoup de subtilité, de finesse, de justesse et d'humanité le quotidien de ceux qui restent, le quotidien de cette famille endeuillée, le processus du deuil et l'œuvre du temps. Après est donc un texte décalé, inventif, sensible, qui célèbre l'amour éternel et qui fait du bien. Et je passe la parole à Yann. Alors, pour l'avant-dernier ouvrage, je vous présente La Mangue et le papillon d'Anne-Christine Tinel aux éditions Élisade. Alors, l'histoire nous transporte d'abord en Lozère à la fin des années 60,
On y suit la petite Claire qui grandit à la ferme aux côtés de ses frères et de Lucie. Pour Claire, Lucie est une sœur, un pilier de tendresse. Mais un jour, Lucie disparaît sans un mot. Les adultes lui diront « elle est partie », tout simplement. Et ce départ brutal devient subitement un tabou familial, une blessure que Claire porte en elle pendant des décennies. Et ce n'est que bien plus tard, lors d'une rencontre fortuite avec un certain Charles, que Claire commence à lever le voile sur un épisode sombre de l'histoire de France, celui des enfants de la Creuse. Entre secret de famille et grande histoire, Claire va partir à la recherche de cette sœur perdue, tissant un lien entre deux mondes différents. Alors, c'est un livre qui est très pudique et qui met en scène un scandale d'État. L'écriture est extrêmement travaillée et c'est un texte en plus très court, à peine une centaine de pages, mais qui reste très longtemps en mémoire. Et l'éditeur, c'est Elisade. Vous l'avez peut-être déjà lu, puisqu'il était dans la sélection officielle du prix du roman avec Belle Amime. Donc, je vais passer la parole pour le dernier ouvrage à Jennifer. Donc, le dernier roman, La mer des palmiers, de Nazim Marashi. Donc, c'est une autrice iranienne et il s'agit du roman étranger de notre sélection. C'est le deuxième roman qui a été traduit en français et il est publié aux éditions Zulma. Il est sorti en février 2025. Je voulais commencer par vous lire une citation de l'autrice, qui n'est pas tirée du livre, mais de quelque chose qu'elle a partagé dans la presse. Le but de la littérature est de rapprocher les êtres humains les uns des autres, que quelqu'un puisse lire dans un autre pays ce que j'ai écrit et se sentir à cette occasion très proche de moi. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un pari très réussi. Du coup, on se sent proche d'elle avec La mer des palmiers. C'est un roman magnifique qui nous fait ressentir la guerre Irak-Iran bien mieux qu'à travers des articles de presse. Dans ce roman, Rassoul et sa femme Naval vont nous raconter de façon différente la vie de leur famille ébranlée par l'histoire. Il est impossible de rester insensible à la lecture face à la relation qu'entretient Rassoul avec ses enfants et à son obstination à vouloir absolument ramener sa femme qui s'est exilée dans un village de femmes en deuil. Donc l'écriture est fluide, c'est un roman vraiment, on tourne les pages très naturellement. Au niveau de la construction, il va alterner entre le passé et le présent, ce qui nous permet de bien comprendre le parcours de Rassoul et de Naval. Cette construction permet également de bien s'immerger dans l'histoire des deux pays. On va y retrouver des personnages extrêmement complexes, avec un tempérament fort, euh, et vraiment un roman d'une grande humanité que je vous invite à découvrir dans cette sélection du prix du roman Sésame 2026. Et je vous laisserai sur ce roman pour la sélection de 10 romans du prix du roman, je me radote, Sésame 2026. Je redonne la parole à Lorelai. Tu as pas relancé ton micro, Lorelai. Excuse-moi. Pardon, petit souci technique, effectivement, avec le micro, c'est mieux. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à Jeanne, à Jennifer et Yann pour la présentation des titres. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre des commentaires, bah, j'en vois un à l'instant. Cette sélection fait envie. Bah, tant mieux. Merci, ça me fait plaisir. J'espère que justement ces nouveaux romans auront attiré votre attention. Sachez que vous avez jusqu'à novembre 2026 pour les lire, pour voter pour vos 3 romans préférés. Je vous rappelle que nous avons aussi le webinaire de lancement du prix BD jeudi qui arrive le jeudi 15 janvier à la même heure, 12h30. Et notre prochain temps fort qui aura lieu le 28 mars 2026 à la Sorbonne, je le répète, de 14h à 17h30. Et du coup, je vous invite à vous rapprocher du Sésame de votre région si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire ou bah, voilà, si vous voulez parler, échanger à propos de cette sélection. Ça a l'air particulièrement bien. Bah, tant mieux. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous souhaite aussi de passer une excellente journée. Je vous remercie à tous. Je vais laisser quand même un petit temps si jamais il y a une petite question de dernière minute. Mais en tout cas, je vous dis à jeudi
ou à très bientôt. Merci à tous. Je vois qu'il y a plein de commentaires, plein de questions. Il y a des rencontres d'auteurs qui sont déjà prévues. Je vais pas vous balancer toutes les dates comme ça, mais je vous invite vivement à vous renseigner soit auprès de, ben, voilà, de vos inter-CSE Sésame, de vos médiathèques, bibliothèques, bah, tous ceux vers qui vous pouvez vous retourner pour le prix Sésame. Mais effectivement, nous avons déjà des rencontres de prévues. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour assister à ces dates qui vont arriver très prochainement, dès le courant du printemps. Et merci à tous, encore une fois, d'avoir assisté. Je vois que les commentaires fusent, donc je lis en même temps. Merci à tous pour votre participation.